Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show, le podcast où on discute d'architecture logicielle avec la plateforme Microsoft. Je m'appelle Mario Cardinal et je suis accompagné de Guy Barrette. Bonjour Guy. Hey, salut Mario! Joyeux anniversaire! Ouais, hey, c'est bien que tu soulignes le fait que c'est notre anniversaire. Puis là, nos auditeurs vont dire, c'est quoi, c'est la fête à Guy ou c'est la fête à Mario? Non, ça fait aujourd'hui 15 ans qu'on enregistre le podcast, ce qui ne nous rajeunit pas. Effectivement. Mais toi, ça fait 15 ans. Moi, ça fait pas 15 ans. 13 ans, là, toi, parce que tu t'étais... Écoute, Guy, tu as été notre deuxième invité. Ouais. Donc, au mois de décembre 2004, parce que le premier enregistrement, on l'a fait en novembre 2004, mais au mois de décembre 2004, tu étais le deuxième invité du podcast. Tu viens-tu de quoi tu nous avais parlé lors de ce podcast-là? Pas du tout. Ça doit être des technologies qui sont complètement mortes. C'est ça, je vais te rappeler. Tu nous avais parlé à l'époque de comment faire des applications avec Office. Tu sais, les fameuses applications qu'on pouvait construire et déployer dans Office, mais pas le modèle actuel aujourd'hui où on déploie sur le cloud. Non, à l'époque, on déployait là localement. J'oublie le nom de cette technologie-là, mais... VSTO. VSTO, c'est ça. Ouais, Visual Studio Tools for Office. C'était pas bon, ça. Non, mais d'ailleurs, t'avais été... une des choses, je me souviens, dans l'entrevue, c'est justement, t'avais passé beaucoup de temps à expliquer toutes les limitations pour justement, puis c'était notre objectif, nous, c'est de éclairer correctement les gens sur... il y a le message... médiatique que Microsoft donne, là, mais il y a la réalité parce que souvent les outils sont pas tout à fait au diapason avec ce que le vendeur voudrait bien qu'on y croit. Là. Ouais, et ton premier co-animateur était? Éric Côté, qui d'ailleurs a été le premier invité, parce qu'au début, j'avais pas de co-animateur. Puis à la fin du premier enregistrement, je me demandais à Éric, je disais, hey, t'intéresserais-tu de venir faire la co-animation? Parce que seul, c'est difficile. Ce qui est bien quand on est deux, c'est qu'on va avoir une conversation comme on a présentement. Puis Eric avait gentiment accepté. Mais pour différentes raisons, après un an ou deux, la vie l'a mené ailleurs. Puis il y avait un certain Guy Barrette qui a dit « Hey, moi, j'embarquerai dans votre aventure. » Puis là, ça fait 13 ans que... Ouais, effectivement. Puis on en a-tu rencontré du monde? Ça nous a permis de faire des rencontres là extraordinaires dans les conférences. On a fait, je me souviens d'un moment donné, on était à Paris parce qu'on participait à une conférence, puis on avait enregistré, je pense, une dizaine de podcasts en une dizaine de jours en se déplaçant dans les différents chez les personnes ou chez les compagnies où les gens travaillaient. Donc ça avait été Ouais. Que de bons souvenirs, quoi. Puis, tu sais que, Guy, ça fait quelques mois qu'on prépare l'émission spéciale qu'on vous fait aujourd'hui parce que c'est un spécial certification. Ouais, puis on sort un peu de notre formule habituelle. Tout à fait. Donc, on a travaillé beaucoup plus fort qu'habituellement parce qu'on a plusieurs invités pour cette émission-ci. Puis ça, c'est ton désir à toi, Guy. Tu me disais, Mario, faudrait qu'on parle des certifications. Le Microsoft ont toutes revu, puis c'est un sujet important. Puis je devais avouer que tu avais raison. Je me disais, ouais, c'est vrai, faudrait le faire. Puis là, on a identifié les personnes avec lesquels on ferait un survol justement des différentes certifications. Ouais, en fait, le pourquoi que je voulais avoir plusieurs invités, c'est que si on avait interviewé seulement une personne, si on avait discuté de certification avec une seule personne, on aurait eu juste une expérience puis un point de vue parce que les certifications couvrent pas mal de technologies, puis chacun a comme un but différent, pourquoi vouloir se certifier, puis comment se préparer, tout ça. Fait que là, avec 4 invités, on a 4 expériences qui sont, puis vous allez le voir là à l'écoute, les expériences sont complètement différentes les unes des autres. Puis les auditeurs vont pouvoir finalement récupérer là où ce qui fait du sens pour eux. Ouais, selon leur contexte à eux. Puis on parle que la première émission, le sujet était les certifications, puis l'invité c'était Éric Côté. Je me suis amusé, Guy, à réécouter cette émission-là par curiosité. Je me suis dit, qu'est-ce que ça avait l'air il y a 15 ans? Et étrangement, il y a un truc qu'Éric donnait,
Parce que la majorité du contenu qui est là est plus valable aujourd'hui, là, parce que les certifications ont vraiment, vraiment beaucoup changé. Mais il y a un truc qu'Éric donnait à nos auditeurs, qui est encore valable 15 ans plus tard, en 2019. Je te fais écouter à l'instant même ce truc-là, puis on y revient. Moi, ce que je recommande aux gens, c'est de s'inscrire à l'examen de façon orale avec le téléphone. Si on est un francophone qui prend un examen anglophone de Microsoft et qu'on appelle directement vue au prométrique, on est capable d'avoir une extension justement d'une demi-heure sur l'examen. Et ça a l'air niaiseux. Je savais pas ça. Mais ça, oui, exactement. Ça, c'est l'extension qui pourrait vouloir faire la différence entre j'ai le temps de tout faire l'examen ou il me manque une ou deux questions à la fin. Allez, nostalgie. Donc, le truc qu'Éric nous parle, c'est que ça vaut la peine, quand on est francophone, de s'inscrire au téléphone pour avoir l'extension de 30 minutes. Puis ça, c'est une première chose qui est importante à savoir, c'est-à-dire que les examens, on va souvent, tout le temps, les passer en anglais, même si c'est pas puis vu que c'est pas notre langue première, ben Microsoft nous donne ce petit bonus-là, puis souvent, on ne sait pas. Parce qu'ils nous le diront pas quand on s'inscrit en ligne, donc faut le faire vraiment au téléphone. Guy, Microsoft a complètement revu de fond en comble sa certification. Comment ça marche maintenant? Ben en fait, Microsoft a annoncé à Ignite à la fin 2018, donc ça fait à peu près un an, qu'ils revampaient là, complètement leur programme de certification. Donc en 2019, ces examens-là, ces certifications-là sont sortis. Puis les certifications fonctionnent par rôle maintenant. Donc, on a différents rôles et il y a des examens qui sont liés à ces rôles-là. Donc, il y a des parcours parce que tu peux jumeler quelques examens puis aller chercher des titres ou des reconnaissances. Oui, exactement. Puis, si on regarde les différents rôles. OK, d'accord. Donc, un premier rôle qui est application et infrastructure. Donc, développement logiciel dans le cloud et aussi infrastructure, donc les IT Pro dans le cloud. Donc, on parle d'Azure ici parce que pour Microsoft, la vache à lait, c'est Azure, puis ils veulent que les gens se certifient sur leur produit, leur produit le plus important de l'écosystème Microsoft. Absolument. Et le deuxième rôle, c'est tout ce qui est data et aussi intelligence artificielle, donc data et AI. Les deux rôles suivants sont plus des rôles business. Donc, le premier, c'est Modern Workplace. Donc, c'est Office 365, l'installation, le monitoring de Office 365. Donc, tout l'espace de travail moderne qui est jumelé justement avec une solution cloud, la solution cloud Office 365 de Microsoft. Exactement. Puis le dernier rôle qui est Business Application, qui lui focus sur Dynamics surtout. Donc, qui est l'offre que Microsoft ont, qui touche plus essentiellement des verticaux. Donc, finance, vente. Qui est un gros domaine, là, quand même, là, pour avoir un rôle puis des certifications qui sont spécifiques à Dynamics. Ça, c'est quelque chose d'important pour Microsoft. Donc, on a ces 4 rôles-là, qui définissent, les examens qu'on va pouvoir passer, pour chacun de ces rôles-là. Puis, après ça, t'as comme des niveaux, c'est-à-dire que tu peux pas commencer puis passer un examen expert jour 1. Faut que tu commences par faire des examens qui seraient plus fondamentaux. C'est-à-dire, c'est quoi les 3 niveaux? Le premier niveau, c'est le niveau fondamental. C'est un niveau qui est un petit peu plus général, qui va moins taper profondément là dans la technologie. Donc, c'est plus un espèce de survol. Donc, par exemple, moi, j'ai passé l'examen fondamental AZ900 pour Azure. Mm-hmm. Puis je pense que une des choses que tu nous faisais remarquer, c'est que cet examen-là, il y avait beaucoup de questions qui sont beaucoup plus reliées à la gouvernance. Puis un de nos invités, d'ailleurs, nous faisait savoir que dans leur boîte de service conseil, eux, ils voudraient même que les vendeurs, leurs vendeurs, aient passé cette certification-là juste pour qu'ils comprennent,
pour démontrer qu'ils maîtrisent bien les fondamentaux de tout ce qui touche Azure? Écoute, Mario, j'ai appris plein de choses en me préparant pour cet examen-là parce que j'avais moins focusé là sur tout l'aspect là gouvernance, et j'ai appris plein de choses. Puis effectivement, c'est un examen que les vendeurs, l'équipe de vente devrait passer. En Europe, on les appelle les commerciaux. C'est un examen aussi que les gestionnaires des équipes TI ou qui développent des applications dans le cloud devraient passer, parce que ça leur donne aussi plein d'outils puis plein d'idées pour pouvoir mettre en place des outils de gouvernance. Mm-hmm. Donc, toi, tu as passé cette certification-là. Forcément, les gens qu'on va interroger ont passé aussi ce niveau-là, ou en tout cas... Non, je suis seul nos cas d'invités l'ont pas passé parce que le fondamental n'est pas un prérequis à passer les autres niveaux. Ah, intéressant. Donc, moi, vois-tu, j'étais sous l'impression que c'était des prérequis, mais il n'y a pas de prérequis. Tu peux t'aller directement au deuxième niveau que Microsoft appelle le niveau associate. Ouais, juste avant d'aller au niveau associate, les examens fondamentaux sont moins chers aussi que les examens standards. Donc, le prix de base pour les examens fondamentaux, c'est 99 $ américains. Ça varie d'un marché à l'autre. Donc, en Europe ou en Afrique, par exemple, les prix peuvent être un petit peu différents. Donc, ce qui est intéressant... C'est combien le prix pour les autres examens plus standards? 165 $ US. OK, à peu près 2/3 du prix. Ouais. Mais ce qui est intéressant en commençant par l'examen fondamental, c'est que si ça fait longtemps que vous n'avez pas passé des examens de certification, c'est un bon moyen de se familiariser avec la procédure, comment on s'enregistre, où aller passer cet examen-là, voir un petit peu comment le déroulement d'un examen se passe. Puis ça permet pour les prochains examens, finalement, de pas avoir ce stress-là. Mm-hmm. Tout à fait. Donc, je suggère fortement, c'est-à-dire de passer l'examen fondamental en premier. D'un, il est moins cher, donc si on se trompe, si on le rate, on peut le repasser, ça fait moins mal au cœur. Puis deux, ça nous permet de mettre un petit peu les pieds dans la place, voir un petit peu comment ça fonctionne, puis d'être moins stressé là pour les prochains examens. Mm-hmm. Donc ça, c'est le premier niveau. Donc deuxième niveau, comme je disais, c'est le niveau associé ou associate en anglais. Ben c'est drôle parce que tu dis associé, mais on se demandait avant d'enregistrer l'émission, est-ce qu'il y a un terme français que Microsoft utilise pour associate? Mm-hmm. Et à notre grande surprise, non. Donc, eux, ils appellent en français sur le site de Microsoft France, c'est des certifications associate. Donc, et on n'a pas trouvé réellement le terme là, pour le traduire. C'est comme si c'est le niveau de départ. Mm-hmm. En tout cas, quand on veut aller chercher une certification technique. Donc, le type d'exemple de certification qu'on peut aller chercher comme ça, c'est Azure Developer, ou du côté infrastructure, Azure Administrator, ou si tu es un spécialiste en sécurité, Azure Security Engineer. Donc, c'est ce type de certification-là qu'on peut aller chercher avec le niveau associate. Ouais, et le niveau associate a besoin juste d'un examen. Donc, tu passes un examen et puis t'es au niveau associate. Mm-hmm. Puis, du côté, par exemple, là, on a parlé de Azure, mais si on regarde du côté Modern Workplace, c'est-à-dire Office, ben là, tu peux avoir un examen, par exemple, sur Teamwork, qui va focuser beaucoup sur tout ce qui est l'utilisation de Microsoft Teams. T'en as aussi sur la partie sécurité avec Office, qui est quand même pas quelque chose qu'on doit négliger. Ouais. T'as même encore, ça c'est toujours la réalité, une certification pour le Modern Desktop Administrator, donc administrateur des PC, parce que c'est la réalité moderne, c'est qu'on a beau être tout sur le cloud, on continue quand même à utiliser des ordinateurs PC, des laptops en entreprise. Hein. Ouais, effectivement. Ça changera pas. Ouais. Donc ça, c'est le niveau associé. Et le dernier niveau,
C'est le niveau expert. Donc, ça prend 2 examens pour arriver au niveau expert. Donc, ça prend un examen de type associé et puis l'examen expert. L'examen associé est un prérequis à passer l'examen expert. Donc, je vais vous donner un exemple. Si je veux passer ma certification sur Azure DevOps, je dois passer un premier examen qui soit l'examen développeur ou l'examen administrateur. Ou je préfère l'examen de sécurité, ou je préfère... Non. Dans ce cas-là, c'est seulement ces 2 examens-là. OK, donc c'est vraiment des prérequis. Ouais. Une fois que j'ai passé un de ces 2 examens-là, là, je peux m'inscrire à l'examen de DevOps Engineer. Mm-hmm. Une fois que j'ai passé cet examen-là, ben là, j'ai la certification expert. Puis un autre type de certification expert qu'on peut avoir du côté Azure, c'est ce qu'on appelle Solution Architect ou architecture. Qui là, moi, ce que je trouve intéressant de cette certification-là, c'est qu'elle couvre pas seulement apps et infra Azure, mais elle touche aussi tout le rôle données et intelligence artificielle. C'est-à-dire que quelqu'un qui serait un spécialiste par exemple en intelligence artificielle pourrait jumeler ça puis aller chercher un niveau d'architecture de solutions. Oui. Parce que ça veut dire que Microsoft entrevoit que le futur, pour un architecte, ça va être de maîtriser autant l'outillage d'intelligence artificielle que l'outillage de base de Azure. Ben en fait, ces examens-là, au niveau d'architecture, couvrent excessivement large. Donc, tu dois connaître à peu près tout ce qui se fait dans Azure. Tu dois pouvoir sélectionner les bons services. Puis il y a un examen qui est plus un examen, je dirais pas théorique, mais plus architecte. Il y a un autre examen qui est plus un examen là vraiment hands-on là avec pas mal de lab et de parties pratiques dans cet examen-là. Est-ce que c'est 2 examens qu'on doit passer à ce moment-là? Oui. Le 300 et 301. Ah, ok, intéressant. Donc, moi, ce que j'ai entendu, parce que là, contrairement à toi, Guy, j'ai pas du tout commencé mon parcours du côté des certifications. Simplement, par choix, là, je prévois pas faire mes certifications parce que, bon, je démarre une entreprise, je suis en entrepreneuriat, j'ai d'autres préoccupations dans la vie, donc on a différentes raisons pour lesquelles quelqu'un déciderait de pas faire un parcours d'aller chercher cette certification. Mais ce que j'ai compris, c'est que ces nouvelles certifications-là sont vraiment difficiles à faire. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec les certifications qu'on pouvait connaître au début de l'an 2000, là, où tu pouvais apprendre quasiment par cœur les questions et aller passer l'examen sans aucune expérience pratique. Exactement. Dans les années 2000, j'ai passé une panoplie d'examens. J'étais ce qu'on appelle Microsoft Solution Developer, MCSD. Mm-hmm. J'avais même passé pour mes fins personnelles, pour mon apprentissage, certains examens au niveau de réseautique. Et à l'époque, les examens, c'était quand même la plupart sous le format d'une question puis un choix de réponse. Donc, soit une réponse unique, soit choix multiple. Donc, il y avait beaucoup de ce qu'on appelle de exam dump, où des gens là écrivaient puis publiaient là, des livres à recettes, où est-ce qu'on te disait, ben voici ce qu'il faut que tu saches. Ouais. Et par la suite, les examens ont perdu beaucoup de leur lustre. Justement parce que il y a beaucoup de monde qui surtout ceux qui ont des mémoires photographiques là, qui pouvaient apprendre là rapidement les questions et réponses là, pouvaient passer les examens là les 2 doigts dans le nez là sans aucun problème. Mm-hmm. Donc Microsoft a comme appris de cette période-là et a complètement revampé les examens. Les examens sont très, très, très difficiles maintenant. Pas parce que les questions sont plus difficiles, c'est que maintenant, on te demande de faire des cas pratiques. C'est-à-dire que, littéralement, quand tu passes des examens Azure, là, on va t'ouvrir la console Azure et on te dit, voici ton objectif, tu dois faire ça.
Et puis ça peut te prendre une dizaine de minutes, faire toutes les actions pour réussir à accomplir l'objectif. Ce qui fait que si tu n'as jamais utilisé la console, too bad. Tu seras jamais capable de passer et répondre à cette question-là. Ouais. C'est pas tous les examens qui sont qui ont des labs. Par contre, là, je pense que Microsoft va c'est une tendance là, puis il va intégrer ces labs-là dans la plupart de ces examens. Mais même ceux qui ont pas des labs, les questions sont très difficiles et sont variées. Donc, on a dans le passé, on avait la fameuse question avec les choix de réponse, mais là, on peut nous présenter une question, on dit, OK, il faut que tu fasses telle tâche, voici les 15 éléments qui pourraient être faits, vas-y, mets-les en ordre, choisis ceux que tu dois utiliser et mets-les dans le bon ordre. Donc ça, c'est quand même assez complexe. Il y a des cas d'utilisation, donc on te fait lire un cas d'utilisation qui est quand même assez long. Ça peut prendre plusieurs minutes à lire ce cas-là. Puis par la suite, là, t'as des par exemple, en tant qu'architecte, là, tu dois définir la solution selon les besoins, les requirements que l'entreprise va vouloir accomplir. Donc, c'est des questions là qui sont quand même complexes. Il y a des sections aussi qu'on peut pas revenir en arrière. Donc, t'as un bloc de questions. Tu réponds à la première question, mais par la suite, tu as des variations sur la même question. Mais là, si tu t'aperçois que, oh merde, je viens de trouver la réponse à la question qu'on m'a posée précédemment, ben tu peux pas revenir en arrière. Mm-hmm. Donc, tout ça pour dire que les examens sont beaucoup plus... en tout cas, ça sera pas maintenant... Déjà, 1 an plus tard, on voit la crédibilité de ces examens-là sont beaucoup plus élevés. Et mais ce que ça l'amène, puis certains de nos auditeurs sont peut-être dans cette situation-là, ils se disent, ben attends là, moi, j'ai pas la chance tant que ça d'expérimenter avec Azure, ou je fais du développement, mais j'aimerais ça me rediriger vers, par exemple, tout ce qui touche l'intelligence artificielle, les données. Comment je m'y prends? Pour aller chercher ce savoir-faire-là, la certification, absolument, c'est pour reconnaître que tu as cette expertise-là, mais il n'y a pas de... Microsoft n'a pas annoncé formellement des façons de pouvoir se former, si ce n'est qu'ils nous disent voici des sujets que ça doit couvrir. Puis nous, on a trouvé ça intéressant de commencer à faire une première entrevue avec quelqu'un qui, lui, a pas passé sa certification encore, mais étant dans le processus, mais a commencé son parcours en faisant une redirection de sa carrière et en voulant apprendre justement tout ce qui touchait, lui, dans son cas, lui, c'était le DevOps. Puis cette personne-là, c'est Louis Turmel. Puis sans plus tarder, on va aller écouter son entrevue. Nous sommes avec Louis Turmel pour parler de son parcours. Bonjour Louis. Bonjour Mario. Hey, salut Louis. Bonjour Guy. Louis, l'intérêt de t'avoir sur ce podcast où est-ce qu'on veut parler de certification, c'est que toi, tu es en milieu de parcours. Exact. Puis tu représentes peut-être un profil de certains de nos auditeurs, c'est-à-dire que il y a à peu près 24 mois, tu avais envie de rediriger. Bon, ton profil, là, c'était un programmeur lead, .NET, consultant qui travaillait chez des clients. Et puis à un moment donné, tu avais envie de rediriger ta carrière plus vers le DevOps. Et la vie a fait en sorte qu'on s'est retrouvés tous les deux chez le même client. et à l'époque, on parlait pas de certification, mais tu me parlais plus de ta volonté de dire hey, j'aimerais ça, moi, le DevOps, ça me passionne. Puis moi, je t'avais aiguillé vers un site de formation en ligne qui s'appelle EDX. Exact. Et là, peut-être que tu peux nous expliquer ton parcours. Oui, en fait, c'est ça. À l'époque, j'étais, comme tu dis, plus dev lead, analyste, tout ça. Puis j'ai toujours eu beaucoup d'intérêt vers l'automatisation des builds, des releases, des déploiements, le contrôle de qualité, puis tout ça. Puis d'une façon, c'est ça qui en fait m'a mené vers les cours DevOps là, donnés par Microsoft sur EDX.
Mhm. Puis juste pour nos auditeurs qui savent pas c'est quoi EDX, c'est une plateforme de formation en ligne qui a été créée par l'université Harvard, l'université MIT, donc des grandes universités américaines, qui eux leur intérêt c'était une façon pour eux de mettre en ligne leurs cours. Donc c'était ça le but premier pour Harvard et MIT. Mais rapidement des organisations, des compagnies comme Microsoft, la Linux Foundation pour ne pas la nommer, eux se sont dit wow, on pourrait peut-être se servir de la même plateforme pour créer des cours pour des besoins qui sont pas bien satisfaits par le milieu scolaire. Entre autres, Microsoft, leur intérêt, c'est qu'ils voulaient avoir des cours sur l'intelligence artificielle, le AI, des cours pour ce qu'on appelle le data scientist, donc des gens qui s'intéressent justement à toute la manipulation des données justement pour le AI, et des cours autour du DevOps. Et ils se sont alliés avec EDX pour créer une suite de cours spécifiquement pour le DevOps. Puis moi, c'est là-dessus que je t'avais guidé. Je t'ai dit, va voir ces cours-là. Louis, ça peut peut-être être intéressant pour toi. Ouais. Ça l'a été et ça a été très formateur parce que ces cours-là m'ont permis de faire un gap analysis sur ce que j'avais déjà de connaissances et ce que j'avais pas. La plateforme EDX m'a vraiment permis de focaliser sur la connaissance de qu'est-ce qui étaient mes forces, qu'est-ce qui étaient mes faiblesses, puis de restructurer un peu plus ces connaissances-là que j'avais apprises au cours de ma carrière de façon un peu disparate d'un client à un autre, parce que quand on est consultant, on n'a pas nécessairement le luxe de pouvoir se concentrer sur différentes facettes parce que les besoins des clients sont pas toujours les mêmes puis sont très spécifiques. Donc, cette plateforme-là les cours étaient très bien structurés par les divers sujets. Parce que ce qui est intéressant, ce que tu mentionnes, parce que quand on est chez des clients, souvent on est dans un mode un petit peu plus silo, c'est-à-dire que sur la pratique DevOps, c'est assez large, ça couvre pas mal de choses, même le produit Azure DevOps couvre énormément de choses, mais la plupart des clients utiliseront pas le produit ou les techniques à 100%, vont aller plutôt pas à pas ou étape par étape, puis ils vont utiliser certains éléments. Fait que ce que tu dis, c'est que en suivant ce cours-là, ça t'a permis d'élargir un petit peu ton champ de connaissances puis de valider qu'est-ce qui te manquait. C'est une suite de cours, c'est pas juste un cours, là, c'est, exact. Ça t'a pris quoi, presque un an et demi, faire toute cette séquence de cours-là? En fait, le programme que j'ai suivi, qui est le programme DevOps, c'est 9 cours, plus un examen. Chacun des cours était prévu pour être suivi en 4 semaines. Donc, c'est 1 mois par cours qu'on peut dire. Donc, si on fait un cours par mois, c'est 9 mois. Moi, je l'ai complété en 8. Donc, tu l'avais même fait plus rapidement. Oui. Et à la fin, là, tu as un examen parce que tu vas avoir un vrai diplôme. Exact. Un peu comme si tu avais été faire un cours en DevOps dans une école spécialisée. Bon, malheureusement, c'est tout en anglais, ces choses-là. Ça n'existe pas encore en français. Mais donc, toi, en 8 mois, à ton propre rythme, sur ton ordinateur, tu faisais des cours. Est-ce que tu avais comme une certaine aide? Est-ce qu'il y a comme un professeur ou des exercices pratiques? Il n'y avait pas nécessairement de professeur. C'est sûr qu'il y avait un forum de discussion où est-ce qu'on pouvait poser des questions. Moi, je suis allé vraiment par moi-même. Je suis quelqu'un qui cherche beaucoup sur Google quand je suis bloqué ou quoi que ce soit. Je te dirais que en plus, il y a aussi un examen par cours. Donc, c'est vraiment 9 examens, plus un examen final qui est un hands-on sur la globalité des 9 cours. OK, à la fin, tu vas faire comme un exercice pratique pour avoir une espèce comme un lab. Exact. OK. Et quand tu finis, là, tu as un vrai diplôme qui est associé... est-ce que c'est associé avec une université américaine ou c'est juste associé avec l'organisation EDX? C'est plutôt associé avec EDX et Microsoft, parce qu'évidemment, Microsoft donne le certificat, le diplôme à la fin. Mm-hmm. Mais c'est ça, c'est reconnu simplement par EDX. OK. Et donc ça, toi, le parcours que tu as fait est intéressant pour quelqu'un qui se dit « Attends, là, moi, je me sens pas à l'aise d'aller passer directement les certifications. Il me semble que j'aurais besoin d'avoir une formation plus formelle. »
Donc, de passer par un parcours comme ça donne cette formation formelle-là. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, là, ben, tu as pu rediriger ta carrière. Tu travailles maintenant à temps plein comme consultant en DevOps. Donc, tu as changé de client et tu travailles. Et en plus, tu nous disais que toi, tu t'intéresses peut-être à aller passer tes certifications. Exact. C'est venu un peu en bonus parce que j'ai des collègues qui m'ont parlé. Ah, Louis, t'as suivi le cours. Ça aurait peut-être aller faire la certification. Puis, de fil en aiguille, ça s'est resté dans mon esprit. Puis, maintenant, c'est plus, je le vois plus comme un challenge. J'ai jamais passé de certification Microsoft depuis 15 ans. Mm-hmm. C'est un challenge, en fait, personnel, strictement aussi pour me donner un assessment de mes qualifications, en fait. Parce que, est-ce que, ton expérience à ce jour, est-ce que le diplôme, qui a quand même le logo Microsoft associé sur le diplôme, versus la certification Microsoft, est-ce que tu vois est-ce que selon toi, c'est la même perception dans l'industrie ou c'est différent? Je pense que c'est peut-être un peu différent. La perception que j'ai actuellement des certifications d'un certain angle, souvent, c'est que il y a peut-être une perception où est-ce que les gens apprennent les questions par cœur puis ils vont passer l'examen versus ce cours-là où est-ce que c'est structuré, mais en tant que tel, c'est deux objectifs différents, c'est ça. Mm-hmm. C'est deux objectifs différents. Fait que c'est un peu difficile pour moi de comparer parce que la track avec ce cours-là, c'est que j'ai pas besoin nécessairement de chercher pour passer ma certification puis me préparer, tandis que ce cours-là, le contenu est déjà établi. Ouais, puis le but de la formation que tu as suivie sur EDX, pour toi, c'était de te former aux pratiques DevOps sans nécessairement avoir comme objectif de passer un examen. Là, juste avant de l'enregistrement, tu me parlais qu'il se passe quelque chose avec cette série de formations-là. Ouais, en fait, c'est que aujourd'hui, en fait, j'ai découvert que le programme va être retiré à la fin décembre 2019. Oh! Via academy.microsoft.com, il sera plus mis en avant. Les cours, par contre, vont toujours être disponibles jusqu'à la fin juin 2020. Parce qu'étant donné, Microsoft, on met en place leur nouvelle track là, pour les cours. Et puis les certifications aussi, là. Ce qui n'existait pas l'année dernière lorsque tu as suivi cette formation-là. Ça amène un point super intéressant. Les formations puis les certifications, ils sont valides dans le temps, durant une période de temps qui peut être assez limitée. Là. Assez limitée, on parle peut-être d'1 ou 2 ou 3 ans, mais il y a une finalité là à ces examens-là et ces certifications-là parce que la technologie change. Exact. Par exemple, moi, j'ai passé les certifications il y a 15 ans, 20 ans sur C# avec ASP.NET, mais tu sais, le vieux ASP.NET. Je peux toujours dire que les certifications-là, mais ça vaut pas grand-chose, surtout, malheureusement, que au début des années 2000, pendant une dizaine d'années, les certifications avaient mauvaise presse parce que justement, il y a des gens qui avaient une bonne mémoire, qui étaient capables d'apprendre des questions par cœur. Là, tout a changé avec le nouveau programme de certification qui a été annoncé il y a maintenant un peu plus de 24 mois. C'est-à-dire que là, pour passer la certification, il faut que tu fasses des laboratoires. Les questions sont plus juste des questions à choix simples, mais c'est souvent des choix, il faut que tu ordonnances dans le bon ordre, il faut que c'est des choix multiples. Donc, ça demande beaucoup plus de connaissances pour passer les examens. Ouais, les examens sont beaucoup plus difficiles qu'ils l'étaient auparavant, puis t'as quelqu'un qui utilise juste des brain dumps, comme on dit en bon français, il est pas capable de passer. Là. Ça prend une expérience pratique là, pour passer des examens. Puis là, Microsoft, ils arrivent, eux autres, avec une certification autour du DevOps. Puis qu'explique peut-être que là, Microsoft veut plus sponsoriser la formation du côté de DX, c'est que leur objectif, qui était de peut-être avoir 1000, 2000, 10 000 nouveaux spécialistes DevOps à travers la planète, il est peut-être atteint. Puis là, ils se disent, on a assez maintenant de spécialistes DevOps autour de la plateforme Azure, donc on n'a plus besoin de sponsoriser les formations. Puis ils vont juste
relayé vers les certifications pour ceux que ça intéresse d'avoir une reconnaissance. Tu touches un point important, un point intéressant, Mario. Tu parles de spécifications spécialistes DevOps autour des produits Microsoft. La formation qui était en ligne avec EDX, elle touchait pas seulement Azure, elle touchait aussi les clouds, les différents clouds comme Amazon, Google, sur Google, les différents produits aussi de DevOps, non pas juste Azure DevOps, TFS, mais Jenkins, Puppet, Chef, ainsi de suite. Oh wow! Fait que c'est vraiment, je trouvais ça intéressant juste aussi pour ça parce que ça donnait une vision de ce qui se fait dans différentes technos. Donc, probablement que dans le futur, ben là, à ce moment-là, si quelqu'un veut suivre le même genre de parcours, mais que c'est pas disponible, il faut qu'il se fasse la main dans les différents cloud providers puis différents produits. Peut-être aussi que les universités vont arriver avec un programme d'études universitaires spécialisé en DevOps aussi, parce que c'est un domaine qui est là pour rester. Puis là, ben peut-être que les universités vont arriver eux-mêmes en disant, ben là, je fais mon cours, mettons, en génie informatique ou un cours en informatique avec spécialisation en DevOps. Comme avant, tu avais spécialisation en micro-informatique ou en développement logiciel. Ouais, absolument. Fait que ça enlève le fait que la formation ou que soit retirée, ça t'enlève rien. Tu as eu ton diplôme, t'as validé tes connaissances, t'as appris beaucoup de choses. Donc c'est un bagage là qu'on peut pas t'enlever. Fait que dans le Puis Guy, vu que c'est juste en décembre, ça veut dire que nos auditeurs qui l'écoutent aujourd'hui, puisque c'est un programme qui dure à peu près 9 mois, ils peuvent s'inscrire et le programme va continuer jusqu'en 2020. Là. Ils n'arrêteront pas en décembre, ça veut dire que tu vas pouvoir continuer et le faire. Là. Il reste quelques mois pour profiter de ce programme-là, si exact. Je comprends bien. Okay. Un conseil que je peux donner aux gens qui suivent ces tracks-là, c'est d'y mettre du temps puis d'être assidu parce que il y a beaucoup de stock. Il y a beaucoup de stock. Il faut se trouver en anglais, on dit... Combien d'heures par semaine tu mettais là-dessus à peu près? Je dirais une dizaine, facile. Une dizaine d'heures. En janvier dernier, j'ai pris 4 semaines de vacances, puis c'est là que j'ai fait 4 cours. J'ai fait 4 cours en fait 3 cours en 4 semaines en janvier dernier. Pour vraiment, là, avancer. Parce que là, c'est pour ça que tu l'as fait en 8 mois, c'est qu'essentiellement, tu as utilisé tes vacances à un moment donné pour aller plus vite. Parce que là, tu mettais pas juste 10 heures dans cette semaine-là, mais tu mettais un 40 heures normal. Puis c'était... Je mangeais le midi à mon bureau, j'écoutais les cours, je lisais, j'écoutais les vidéos, je lisais, je faisais des exercices. J'arrivais au gym sur le tapis roulant, j'écoutais les cours, même chose. Fait que ça venait là, le matin, j'allais travailler, puis c'était ça ma deuxième priorité. Parce que je voulais apprendre. Puis je voulais apprendre de façon structurée. Puis là maintenant, ça me donne maintenant que j'ai une bonne base, ben là je peux partir d'un autre pied. Puis il fallait que tu libères ton 10 heures dans ta semaine. C'est-à-dire que toi, en les faisant sur les heures de dîner, en courant, ça te permettait de continuer à travailler à temps plein et à pouvoir faire en sorte que tu sois toujours en couple avec ta blonde. Parce que à un moment donné, si tu dis, ben là, oublie-moi pour 2 mois, ça peut être difficile sur la relation de couple. Surtout à 50 heures semaine chez un client. Ouais, c'est ça. C'est que souvent, dans ton travail, t'es amené à travailler plus d'heures même que le nombre normal. Ouais. Fait que là, dans le futur, dans ton objectif, là, c'est la certification DevOps Azure. Exact. Mais j'ai un prérequis, par contre, à faire avant. Je pense que c'est le ISO 203. Si je me trompe bien, j'ai pas le nom. 203 qui est le Azure Developer Associate, qui est un examen pour les développeurs. Ouais, ça, c'est un prérequis à l'examen de DevOps. C'est ça. Fait que lui, je vais commencer à me préparer bientôt à ça. Aller passer l'examen après assez... Ouais, parce que là, t'as peut-être pas appris parce que là, il va y avoir des examens pratiques avec Azure dans cette certification-là. Et c'est sûr que ton cours EDX, lui, il te préparera pas à devenir un développeur sur le cloud. Donc là, il y a peut-être des domaines où il va falloir que tu te dises, ça, faut que j'aille apprendre ça. Mais ayant toujours des side projects de mon côté, je vais pouvoir faire
rapidement puis me mettre la main rapidement là-dedans pour être capable d'être prêt à cet examen-là. Puis c'est aussi des connaissances que je suis intéressé à avoir de plus parce que j'ai pas nécessairement fait dans mon parcours du développement Azure à temps plein. Donc c'est intéressant aussi d'avoir de passer par cette track-là. J'imagine, Louis, que tu t'es mis en place des environnements de test lorsque tu faisais le cours ou même aujourd'hui pour te préparer. C'était quoi ton setup habituel? Mon setup habituel, c'est sûr que mes environnements étaient automatisés, évidemment. Mais tu utilisais quoi tu utilisais à ce moment-là la plateforme Azure? La plateforme Azure DevOps? Azure DevOps, oui. OK. Est-ce que tu as installé des choses chez toi, là, un serveur ou même des PC ou Pas nécessairement. La seule particularité, c'est que mon build server, je l'ai mis à la maison. Je l'ai setupé à la maison plutôt que de l'avoir dans les agents en ligne là, fournis par Microsoft. Mm-hmm. Particularité que aussi je l'ai monté sur un Mac mini. Donc mes builds, mes releases, toutes les opérations d'automatisation sont faites contre un Mac au lieu d'être une machine Windows ou une machine Linux. Donc j'ai tout monté ça de cette façon-là à la maison. Puis c'était quoi l'intérêt pour toi? C'est-tu que tu voulais te familiariser à utiliser toujours le command line ou pas nécessairement, mais en fait, c'est que je travaille principalement sur un Mac personnel. Fait que je fais beaucoup de .NET Core, du Angular sur mon poste personnel. Tout est vraiment là, puis du Docker, des containers destinés à être déployés dans Kubernetes. Fait que j'ai tout chez moi, j'ai pas de machine Windows. J'ai peut-être une VM Windows dans mon Mac pour faire des vieux maintenir mon vieux stock qui était en .NET Framework mais pas Windows, mais sinon je suis setupé Mac Linux à la maison. Puis ça, c'est intéressant parce que chez tes clients, principalement, qui étaient des grandes entreprises, eux, c'était Windows mur à mur. Windows mur à mur, fait que, ouais. Puis pour toi, d'avoir Linux, Mac à la maison, c'était comme une façon de te familiariser avec ces technologies ou c'était un choix, t'as toujours été Mac depuis toujours? Ben, j'ai été Mac. J'ai commencé à être Mac, en fait, quand j'étais plus photographe puis vidéaste, dans mes temps libres. Mm-hmm. Il y avait plus d'offres de logiciels par rapport à ça. Puis je suis resté avec l'écosystème Mac parce que j'aime bien l'ergonomie, j'aime bien les performances qu'un Mac offre. Fait que c'est pour ça que je suis resté là-dedans. Puis quand j'ai vu sortir .NET Core, c'est là que j'ai commencé à travailler sur des applications mobiles pour iOS, Windows Phone, Android à partir de Xamarin dans les premières versions. Fait que c'est ça qui m'a fait rester avec cet écosystème-là. Mm-hmm. Puis là, à ce moment-là, ça t'a aidé quand tu avais des formations de DX ou est-ce que on te parlait, je sais pas moi, de Puppet, de Chef, qui sont principalement des outillages utilisés sur Linux, tu te sentais pas trop dépaysé? Pas trop dépaysé, mais je te dirais que j'en ai pas fait ma spécialité. Mm-hmm. J'ai vraiment voulu rester plus dans l'écosystème Microsoft au niveau de DevOps parce que c'est la clientèle cible que je recherchais. Mm-hmm. Plutôt que d'aller dans un monde où est-ce qu'on est plus open source, puis d'un fois, c'est peut-être un peu plus disparate par C'est plus on-premise aussi, là, ces plateformes-là. Écoute, Louis, on te remercie d'avoir pris quelques minutes avec nous. T'es un bel exemple d'un parcours qui est pas le parcours direct vers la certification, mais qui est un parcours intermédiaire où on passe par une formation plus formelle, mais qui peut être un parcours intéressant pour beaucoup de nos auditeurs. Et ben là, nous, on va te souhaiter bonne chance avec tes certifs. Ça devrait arriver dans les prochains mois, donc... On se croisait les doigts. Il faut que j'arrête de faire l'overtime. Là, parce que... OK, ben merci bien. C'est bon. Ben merci beaucoup à vous deux, puis c'est ça. Ben à la prochaine. Guy, on vient d'écouter le parcours de Louis, qui lui s'intéressait beaucoup plus à tout ce qui touchait DevOps. Lorsqu'on a fait l'introduction, on a parlé qu'il existait un autre rôle qui touchait pas du tout à Azure, qui s'appelle Modern Workplace, qui touche plus Office 365. Oui.
nous, on a eu la chance de faire une entrevue avec Vlad Catrinescu, qui lui, ce qui l'intéressait, c'était tout ce qui touche Microsoft Office 365, entre autres toute la partie Teamwork. Puis, ben, sans plus tarder, on va écouter justement ce que Vlad a à nous dire sur les examens de certification du côté Office. Nous sommes en compagnie de Vlad Catrinescu pour parler avec lui des certifications qu'il a passées. Bonjour Vlad. Bonjour Mario, bonjour Guy. Hey, salut, ça va bien? Très bien, et vous? Oui. Oui. Vlad, la formule c'est toujours la même, hein? On essaie de donner la chance à nos auditeurs de te connaître un peu mieux avant même de parler de notre sujet qui va être tes certifications que tu as passées. T'es MVP du côté, ben historiquement là, t'étais Monsieur SharePoint. C'est-à-dire que vraiment, là, ça fait plusieurs années que tu travailles avec les boîtes du SharePoint. Ces dernières années, tu as évolué vers Office 365. Donc, tu es MVP dans quel domaine? Ça a changé de nom plusieurs fois, mais je pense que c'est rendu Office Apps and Services. Grosso modo, comme tu as dit, Office 365, mais un peu côté collaboration. Fait que SharePoint, Teams, Planner, Yammer, toutes ces technologies-là. Mm-hmm. Puis, Vlad, t'es fortement connu comme étant un formateur prolifique sur Pluralsight, donc la plateforme de formation Pluralsight, qui est c'est en anglais malheureusement là, pour nos auditeurs français, mais il y en a peut-être qui ont la chance de suivre quand même des formations en anglais. Donc, Pluralsight, t'es rendu à combien de cours que t'as mis en ligne sur cette plateforme-là? Je suis rendu à 21 cours. Le dernier est sorti justement au mois d'octobre et je trouve ça quand même fou à quel point la formation en ligne a changé. Puis c'est un peu grâce à cette plateforme-là, j'ai à peu près 4-5 000 personnes qui écoutent mes cours à chaque mois, que je trouve ça juste fou qu'il y a 5 000 personnes qui m'écoutent à chaque mois. C'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu imaginer. J'ai pas pu imaginer ça quand j'ai commencé avec eux. Ça fait 4 ans déjà. Mm-hmm. Incroyable. Juste par curiosité, parce que je sais que tu gagnes ta vie comme consultant, comme expert avec la plateforme Office 365, mais est-ce que tu pourrais presque gagner ta vie juste à donner de la formation en ligne sur Pluralsight? Je dirais que en ce moment, oui. Mais c'est sûr que ça a pris 4 ans à me rendre là. La façon un peu que ça marche, c'est plus qu'il y a du monde qui t'écoute, plus qu'il y a du monde qui écoute tes cours, c'est sûr que c'est là que tu fais plus d'argent. Au début, les premières 3 années, j'aurais dit no way. Mais là, ça a commencé avec les derniers cours que j'ai fait un peu. D'habitude, je faisais juste du Office 365, mais là, j'ai commencé à faire un peu plus de networking, par exemple, du PowerShell Fundamentals, des choses un peu en dehors d'Office 365. Fait que ça a vraiment grossi l'audience. Fait que je pourrais, mais je trouve en même temps que t'es pas un bon formateur si tu fais 100% juste de la formation. Parce que il te manque le real life experience. J'ai pas le mot qui vient tout de suite en français. L'expertise pratique. Exactement. Puis c'est une façon de regarder la documentation Microsoft, comment tout devrait marcher dans un monde unicorn, que tout marche bien. Mais c'est quand tu implémentes des projets chez des clients que c'est là que tu vois comment ça marche réellement, c'est quoi les vrais challenges que les entreprises ont. Puis je pense que la meilleure formation, c'est quand le formateur ajoute ces items-là dedans. Fait que je pense que même si je pourrais, je le ferais jamais à temps plein, juste parce que je trouverais que ça serait pas la meilleure qualité que je pourrais faire. Mm-hmm. Puis, toi, Vlad, on te contacte aujourd'hui parce que tu as décidé d'aller faire tes certifications. Pour commencer, quelles sont les certifications Microsoft que tu possèdes? Si on parle au total, je suis certifié sur SCCM et Windows 7. Quand j'ai commencé en informatique avant SharePoint, je faisais du déploiement de Windows et Office. Donc après là, on remonte à une quinzaine d'années probablement. Focusons sur quelque chose comme ça. On focus sur les récentes un peu. Si on regarde la nouvelle batch de certifications qui sont sorties cette année, j'ai fait mon Microsoft 365 Teamwork Administrator Associate. Fait que cette certif-là, c'est vraiment un peu la partie collaboration dans Microsoft
Donc, ça couvre un peu toute la partie SharePoint, Teams, Yammer, Stream, Planner, et aussi la partie SharePoint Server. Fait que SharePoint Server 2019 et les configurations hybrides entre on-premise et Office et Microsoft 365 maintenant. Parce que là, tu as 2 examens, hein, le MS300 puis le MS301. Exactement. Donc, tu es obligé de passer les deux pour avoir le titre. Puis, qu'est-ce qui t'a motivé à commencer par ces examens? Est-ce que c'est parce que c'est ce que tu fais dans la vie de tous les jours, puis ça faisait du sens? Oui, exactement. Donc, j'ai commencé vraiment par ceux-là, c'est dans SharePoint, dans Teams, dans ces technologies-là que je travaille à tous les jours. Et je trouve vraiment que les certifs me obligent un peu à étudier plus, à regarder un peu toutes les choses que peut-être que je touche pas tous les jours. Donc, je regarde pas toujours, mais avoir la liste d'objectifs à étudier, ça fait en sorte que j'essaye plus d'affaires. Donc, ça me motive à rester à jour dans un sens. Ça, c'est vrai, parce que moi, quand j'ai passé les miens, je regardais la liste des rubriques là, qu'il fallait étudier, puis je dis, oh mon Dieu, ça, je connais pas ça, ou ça, je le connais en théorie, mais j'ai fait une démo, mais c'est à peu près tout, là. Mais ça ouvre un petit peu notre champ de vision, là. On couvre un petit peu plus large. Oui, exactement. Et maintenant, un peu avec les nouvelles questions, puis les examens sont rendus un peu plus difficiles qu'avant. Je me rappelle, quand j'ai commencé, t'avais 4 choix de réponse, A, B, C, D, puis c'était tout. Maintenant, t'as des affaires comme, OK, tu dois, je vais donner un exemple, tu dois déployer un app dans Teams et ça doit être visible pour tous les utilisateurs par défaut. Tu mets les actions suivantes en ordre de qu'est-ce que tu devrais faire. Fait que c'est plus juste A, B, C, D, tu dois savoir, OK, dans quel ordre je vais faire des actions pour que ça marche. Fait que c'est vraiment rendu plus que, c'est pas juste de la théorie, il faut que tu l'essayes au moins 1 ou 2 fois pour que tu te rappelles. Et en même temps, oui, je savais la théorie de comment le faire avant d'étudier pour l'examen, mais je l'avais jamais essayé parce que j'avais jamais eu ce besoin-là pour un client. Donc, ça m'a vraiment motivé à aller dans l'admin center, tout essayer les choses, puis les tester en vrai. Donc, au niveau de ta préparation, là, tu dis, bon, t'as regardé les rubriques, puis tu as été rubrique par rubrique, là, tu dis, bon, OK, là, je m'attaque à ça, puis est-ce qu'il y a des bouquins qui existent pour ces examens-là, ou faut simplement fouiller un petit peu? Pour ces examens-là, spécifiquement le 300-301, il n'y a pas de ExamRef. Quand on regarde un peu, parce que, comme vous avez vu, j'écris un petit peu des blogs sur les certifs Microsoft. D'habitude, Microsoft, ils travaillent avec Pearson, si je me rappelle bien, et ils ont la série ExamRef. Donc, c'est vraiment des bouquins pour les examens. Mm-hmm. Mais pour le MS300, 301, il y en a aucun encore. Moi, j'ai passé les examens en bêta, donc c'est beaucoup avant qu'il y avait aucun contenu de vraiment fait pour ça. Mais même en ce moment, il y en a pas beaucoup. Je travaille en ce moment justement pour le créer pour Pluralsight. Je suis à peu près à 30% là, mais il reste encore du temps à faire. Mais non, la façon que je l'ai vraiment faite, c'est j'ai regardé c'est quoi les objectifs. Donc, ils disent toujours c'est quoi le pourcentage. Par exemple, SharePoint Online, c'était à peu près 40% de cet examen-là. Donc, j'ai regardé, OK, dans SharePoint Online, c'est quoi toutes les choses qu'il fallait que tu saches faire. Il y en a que j'ai regardé ça, j'étais comme, je le connais à 100%, pas besoin de regarder. Et il y avait des affaires que j'avais jamais faites. Donc, ceux-là, j'ai fait, OK, je vais regarder sur Docs, je vais regarder la théorie, et après ça, je vais aller dans mon tenant et je vais vraiment l'essayer. Donc, pour toi, là, qui connais bien quand même la matière, t'as pris combien de temps à peu près à te préparer pour chacun de ces 2 examens-là? Pour ces bêtas-là, donc je vais être honnête, vu que ceux-là, c'était en bêta, vraiment pas beaucoup, donc j'ai vraiment pris juste quelques heures, parce qu'il y a pas tant de contenu pour te préparer. Ouais, quand ils sont en bêta. Vlad, peux-tu juste expliquer c'est quoi un examen quand tu es en mode bêta? Oui, très bon point. Donc, quand Microsoft, il travaille avec des experts pour
créer des questions, ils ont une pool de questions, et après ça, ils ouvrent l'examen en bêta. Qu'est-ce que le bêta fait, c'est que le monde va me passer l'examen et ils donnent après ça leur feedback. Donc, ils disent, hey, cette question-là, ça c'est mal écrit, ça fait pas de sens. Microsoft après regarde aussi, OK, est-ce qu'on a une question qui était trop facile? Est-ce que vraiment, peut-être qu'ils ont ouvert le bêta à 1000 personnes? Est-ce qu'il y a 1000 sur 1000 qui ont eu cette réponse? Ou est-ce qu'il y a 1000 sur 1000 qui ont pas eu la bonne réponse à cette question-là? Donc, tous ces chiffres-là permettent de savoir si une question est trop facile, trop difficile, avec les commentaires si ça fait pas de sens. Et il coupe des questions ou il les modifie avant qu'ils arrivent dans l'examen final. Donc, l'examen en bêta comprend pas mal plus de questions que l'examen quand il tombe live. En termes de questions, il comprend le même nombre de questions pour la personne qui prend l'examen, mais le pool de questions, au moins de ce que j'ai compris, est plus gros. OK. Mais le nombre de questions est pareil, vu que une autre chose que tu dois valider, c'est le temps que ça a pris aux personnes de faire l'examen. Parce que peut-être que à cause des questions, il y a personne qui est capable de le finir dans le temps que tu as pour l'examen, vu qu'ils sont tous timés. Donc, le nombre de questions doit être pareil. OK. Puis, comment t'as trouvé ces examens-là? C'est quoi ton opinion de ces examens-là? Dans un sens, je les ai trouvés faciles vu que j'ai vraiment créé beaucoup de contenu sur la matière des examens, donc c'est quelque chose que je maîtrisais. Mm-hmm. Mais vu que je regarde en ce moment pour passer d'autres examens, je regarde pour passer le Microsoft Enterprise Administration Expert dans 2 semaines à Ignite. C'est un contenu pas que je maîtrise beaucoup moins que j'en ai jamais fait. J'en ai fait, mais c'est pas quelque chose que je fais à chaque jour. Et là, si je regarde, je dois vraiment me préparer parce que je sais le type de questions qu'il va avoir. Donc, je trouve ça beaucoup plus difficile que ça fait 3 ou 4 années. Est-ce que je trouve que c'est toujours réaliste? Je veux dire, est-ce que si t'étudies pas, si t'as pas créé du contenu ou si t'étudies pas sur ça, ça va être facile, tu vas les passer. Je te dis pas ça du tout. C'est souvent en tant que consultant, on a un petit avantage vu qu'on va voir plusieurs clients, on va voir plusieurs scénarios. Mais pour quelqu'un qui travaille à temps plein dans une entreprise où il voit peut-être moins de scénarios possibles, j'aurais définitivement un tenant ou un environnement démo pour tester les choses que je fais pas à chaque jour ou pour tester les scénarios. Comment tu t'y es pris justement pour avoir un tenant? Est-ce que tu t'es ouvert comme un autre compte Office 365 à côté? Ou comment on peut, mettons nos auditeurs qui disent ouais, c'est vrai, il va falloir que je me fasse un environnement de test? La façon la plus facile selon moi, c'est pour Office 365, il y a qu'est-ce qu'on appelle le Office 365 Developer Tenant. Donc, c'est un tenant qu'on peut avoir accès pour 90 jours, mais si tu es actif, ça peut être extend beaucoup plus. Et ça coûte absolument rien. Tu as une subscription E5, tu as 25 utilisateurs et tu peux vraiment tout tester là-bas. Je peux partager un lien après, comme ça on le met dans les ressources. Mm-hmm. Mais c'est ça que j'utilise d'habitude pour les tenants de démo, tenant de test, que ça me dérange pas de le briser, disons, si je fais de quoi de mal. Non, c'est sûr que nos auditeurs, là, vous faites pas ça sur l'Office 365 de votre entreprise. Si vous le faites, c'est Mario, pas Vlad qui vous l'a dit, OK? Moi, je suis curieux, Vlad, parce que tu sembles dire que la motivation principale pour toi, c'était d'avoir une vue 360 degrés sur le produit. Mais il n'y avait pas de motivation de reconnaissance par l'industrie ou est-ce que pour toi c'était important que par exemple tes employeurs disent il y a une certification donc il doit être compétent ou tu n'avais pas ce besoin-là à la base? Je dois te dire, quand j'ai commencé à faire les certifications et je travaillais vraiment pour une compagnie de consultation, c'était vraiment important parce que quand on travaille en tant que consultant, c'est
c'est toujours bon de l'avoir, mais c'est souvent même requis pour plusieurs emplois, pour plusieurs contrats, que la compagnie ou que la personne ait ces certifications-là. En ce moment, je le trouve bon pour moi, mais pour les projets que je fais en ce moment, j'ai pas eu beaucoup de besoin. Je veux dire de vraiment que ça soit blanc sur noir. Vlad, tu dois avoir cette certification-là pour aller faire ça. C'est sûr que, dans un sens, je suis aussi Microsoft Certified Trainer. Donc, si jamais je veux donner ces cours-là en personne en utilisant le contenu Microsoft, j'avais besoin de passer les examens. Mm-hmm. Donc, c'est sûr que de ce point de vue-là, je suis vraiment content que j'ai la reconnaissance. Mais puis j'imagine, tu sais, sur ton site à toi, on va mettre le lien là, vers ton site, tu dois l'annoncer que tu as tes certifications parce que c'est quand même une reconnaissance qui amène de la crédibilité. Oui, je l'ai annoncé. Et une des raisons aussi pourquoi je l'ai annoncé, c'est vu que je vais créer du cours et je partage beaucoup de ressources sur ça, ça fait aussi une confiance que je dis pas n'importe quoi. J'ai vraiment Vlad, la personne qui me dit comment passer l'examen a été capable de passer l'examen elle-même au moins là. Donc c'est sûr que ça fait un peu de confiance. On va s'entendre aussi que les examens Microsoft dans les dernières années, là je trouve que c'est beaucoup mieux, mais dans les dernières années, ont perdu une partie de leur valeur en termes de reconnaissance parce que il y a beaucoup de dumps, il y a beaucoup de choses, je veux dire, illégales qui se font comme ça. Le monde, ils veulent juste avoir la certification là, ils veulent juste avoir le badge. Ils payent, ils ont les questions à l'avance et ils mémorisent les réponses. Mm-hmm. Donc, à cause de ça, ça a perdu un peu de valeur. Mais Microsoft, maintenant, il travaille vraiment fort pour redonner la valeur en faisant les questions, comme j'ai dit. C'est plus, tu te rappelles pas juste de A, B, C ou D, là. Faut que tu te rappelles de, OK, en quel ordre je le fais. Ou même, dans les examens Azure maintenant, et je sais pas, ça va peut-être venir au Microsoft 365 aussi, tu as vraiment des labs. Donc, il te donne un remote desktop, tu te connectes à une VM, tu ouvres le Azure Portal et ils te disent, OK, c'est ça ton objectif, tu dois, j'ai pas fait ces examens-là, mais ils te donnent un objectif, tu dois arriver à ça. Et tu dois vraiment aller là puis le faire. Donc, ça va devenir de plus en plus dur pour les personnes qui trichaient avant de continuer à tricher parce que c'est plus juste de la mémorisation, faut que tu saches le faire vraiment dans la plateforme. Ouais, c'est un fait que les examens sont beaucoup plus difficiles qu'avant. Puis quelqu'un qui avant là, qui avait une mémoire photographique là, puis il pouvait se rappeler là des réponses qui a lu un exam dump là, comme on dit en anglais. Il peut plus les passer là maintenant là. Non, c'est ça. Fait que c'est pour ça que moi je suis super content de ça parce que j'ai jamais été pour ça. Ça descendait un peu la valeur pour tout le monde vraiment. Donc, je suis content que ça a changé. Mais oui, je trouve que la reconnaissance, c'est une autre grosse partie. Ben, Vlad, on te remercie beaucoup pour d'avoir partagé avec nous ton expérience. Puis, on espère que ça va aider nos auditeurs là, qui s'intéressent à tout ce qui est teamwork. Parce que c'est une certification qui, je pense, va être de plus en plus populaire dans le futur. Merci beaucoup de m'avoir sur votre podcast. Et on est tout à Montréal, on devrait prendre une bière bientôt. Ça va arriver, c'est certain. Ouais. Ce qui est intéressant avec la discussion qu'on vient d'avoir avec Vlad, c'est que ça nous donne un survol de tout l'écosystème Office 365. Mais il y a un autre écosystème important chez Microsoft qui amène beaucoup d'argent, c'est l'écosystème Azure. Puis, il y a 2 examens de certification, justement, de niveau expert qui touchent Azure. Un de ceux-là, c'est Solution Architect. Et on a eu la chance de discuter avec Stéphane Lapointe de l'examen de certification Azure Solution Architect. On l'écoute sans plus tarder. Nous sommes avec Stéphane Lapointe. Bonjour Stéphane. Salut. Hey, salut. Stéphane, nous, on est très heureux de pouvoir parler avec toi parce que outre le fait que tu as travaillé à passer tes certifications, ce qui est intéressant, c'est que tu l'as fait dans un contexte plus d'entreprise, donc
d'autres personnes avec qui on a discuté, c'était beaucoup plus des consultants indépendants. Toi, t'es chez ShareGate, t'es architecte de spécialiste du nuage chez ShareGate. Est-ce que c'est une bonne façon de décrire ton titre? Oui, absolument. C'est Cloud Solution Architect, dans le fond, un architecte de solutions cloud, ouais. Puis ShareGate, ben c'est une boîte à Montréal qui se spécialise justement, qui offre des produits qui offre des solutions qui roulent sur le cloud, puis vous aidez vos clients à pouvoir utiliser efficacement le cloud. Puis ce qui était particulier, c'est que toi tu voulais passer certification, mais tu les as faites dans un groupe d'études, si je me trompe pas. Ouais, ben ma motivation, moi, c'était de me tenir à jour, dans le fond. Mm-hmm. À chaque 2-3 ans, on sait que pas mal les technologies changent vite, les certifications deviennent désuètes. Puis je m'étais dit, de toute façon, la connaissance que j'ai, ben je veux voir si c'est encore actuel. Puis souvent, les technologies qu'on touche, c'est peut-être pas l'ensemble non plus que touche une certification. Et je m'étais dit, ben tant qu'à étudier, tant qu'à passer à travers le curriculum, ben on va se faire un groupe d'études. Puis on s'est réunis plusieurs midis sur plusieurs semaines à raison de entre 1 heure à 2 heures. Et on faisait on écoutait des vidéos ensemble, on échangeait sur qu'est-ce que les gens comprenaient, s'il y avait des questions, etc. Moi, vu que j'avais un côté un peu plus hands-on aussi sur les technologies, mais je pouvais servir de référence un peu, mais de toute façon, ça aidait l'ensemble des gens pour la compagnie. Puis, dans le fond, il y a 2 personnes qui se sont certifiées sur la certification sur l'examen 103, qui est le Azure Administrator. Donc, ça a eu un effet direct. On a eu 2 certifiés en sortant de là, à part la mienne, dans le fond. La motivation, est-ce qu'elle venait de l'entreprise qui voulait que ses employés soient certifiés, ou ça a comme germé un petit peu avec votre gang, puis on se dit ce serait le fun de passer les certifications? Non, c'est vraiment pas l'entreprise qui l'a demandé. Dans le fond, j'aime quand même beaucoup le fait qu'on entretient l'intérêt puis la curiosité technologique dans l'entreprise. Ça fait que non, on s'était juste dit, on va faire administrator, éventuellement on va faire développeur et aussi architecte. Je dirais que le seul groupe d'études qu'on a fait, c'est celui d'administrateur Azure. On n'a pas fait encore développeur puis architecte, même si les certifications, j'en ai fait d'autres après, là. Donc, ça a germé à l'interne, mais comment l'entreprise a vu ça? Ben, c'est facile de faire voir pour l'entreprise que le plus que les gens vont avoir de connaissances, le plus qu'ils vont être habiles avec ces technologies-là, ben ça va faire des employés plus productifs, qui font peut-être moins d'erreurs, qui prennent des meilleures décisions. Personnellement, ça n'a pas été difficile à vendre à la compagnie, même si on prenait du temps, des fois un peu sur comme je disais, 1 heure à 2 heures, ben des fois ça déborde sur le midi, puis c'est du temps en entreprise, mais ça a été, en tout cas dans notre cas, ça a été facile de convaincre les gens. Là, on en a juste parlé un peu, on a dit OK, on veut être un groupe d'à peu près une dizaine de personnes. Là-dessus, il y a eu sur 10 personnes, on était presque 30% à 3 personnes certifiées à la fin. Ça fait que c'est un bon outcome, là. Est-ce que les 10 personnes ont essayé l'examen de certification? Non, puis c'était clair en partant. Moi, ce qui était vraiment intéressant, c'est que même si c'était celui d'administrateur Azure, j'avais des développeurs qui, eux, venaient, ils savaient pertinemment qu'elle n'allait pas se certifier, mais eux, la partie réseautique, ils la maîtrisaient moins, puis ils venaient chercher ce knowledge-là dans le groupe d'études, puis ils quittaient après cette partie-là. Donc, c'est un autre aspect qui était vraiment intéressant, parce que tu avais des gens qui étaient moins forts en réseautique puis en administration de VM, network, etc. Puis ils venaient juste approfondir leur savoir puis ils retournaient comme développeurs sans rien changer après. Comment, pour le contenu, tu disais vous avez écouté des vidéos, donc vous êtes allé où là pour dire bon c'est comment on identifie le contenu qu'on doit utiliser? Ben moi j'ai vérifié ce que j'avais le goût de personnellement consulter puis ça a tombé sur Udemy avec Scott Duffy. J'ai quand même beaucoup aimé l'approche de ce monsieur-là. C'était simple, straight to the point. Il y avait pas de flafla. Puis il y avait quand même une
une bonne banque d'heures de contenu. C'était très bien expliqué dans le portail, etc., comment faire les choses, le command line. Donc, j'ai essayé un free trial qui était disponible, qui montrait un peu un overview des vidéos. J'étais satisfait, puis c'est avec ça qu'on est parti. Donc, ce qui est intéressant dans votre cas pour une certification du côté Azure, c'est que c'est rendu assez mature que tu as même des cours en ligne que tu peux suivre. Comme là, tu as Udemy en anglais, qui offre ce type de cours-là. J'imagine qu'il y a peut-être aussi l'équivalent du côté Pluralsight. C'est-à-dire qu'on peut trouver des formations en ligne pour se préparer. Oui, il y a une grande sélection de vidéos qui sont disponibles. Il y en a même sur le site de Microsoft, le site de Learn de Microsoft. Moi, c'est ce que j'ai donné aux gens, parce que pour chacun ce qu'on a fait, c'est qu'on a découpé le curriculum, l'examen, dans le fond. Puis pour chacun des points, je donnais les vidéos dans notre cas, parce qu'on utilisait Udemy, je donnais les points de Microsoft Learn. Fait que j'ai bâti un guide où ce que les gens avaient à peu près 4-5 ressources, sources d'informations différentes qu'ils pouvaient aller voir. Microsoft Learn était là. Il y avait des équivalents chez Pluralsight parce que les vidéos étaient pas très chères avec Udemy, mais les gens pouvaient bien aller utiliser les vidéos qu'ils voulaient. Là. Dans les examens que vous faites, si je me trompe, il y a aussi des parties pratico-pratiques, c'est-à-dire que c'est pas juste des questions à choix multiples qu'il faut répondre. On doit des fois, vraiment, on donne un objectif, on doit le faire à la console, si je me trompe. Dans l'examen de Azure Administrator, le 103, le 300 aussi, qui est l'examen d'architecture, oui, il y a des volets hands-on dans le portail, ou des fois même au command line dans Azure Shell. Il faut avoir fait du hands-on, puis il faut être capable de le faire. La différence avec avant, c'était très théorique. Oui, il y a encore du théorique, mais il y a beaucoup de pratique. Quelqu'un qui en a pas fait réellement dans la vraie vie, aujourd'hui, s'en tire pas, là. Les 3 personnes chez vous qui ont passé la certification, comment ils s'y sont pris pour faire le côté pratique? Ils ont utilisé Microsoft Learn a été un bon outil. Donc, il y avait des objectifs, les gens allaient voir ce qui était moins à l'aise. Il y avait plein de sujets, dans le fond, le networking, le peering, par exemple, et la connexion de réseaux virtuels ensemble. Donc, les gens allaient approfondir ce qui était moins à l'aise ou ce qui avait besoin d'expérience un peu plus. Puis, ils utilisaient les hands-on labs de Microsoft Learn. Ils allaient faire eux-mêmes des articles à travers la doc de Microsoft, etc. Donc, il y a vraiment plein d'outils qui permettent d'aller acquérir cette expérience-là pratique, parce que c'est ça, il y a vraiment plein d'outils. Donc, eux utilisaient ça, revenaient, puis après ça, ils arrivaient à aller chercher l'expérience, en fait. Donc, c'est intéressant parce que si on compare avec d'autres personnes qui ont fait d'autres types d'examens, qui sont pas les examens Azure, ça semble beaucoup plus mature, votre domaine, là. T'as des exercices, parce que souvent, les jeunes disaient, là, il fallait identifier nous-mêmes nos contenus, faire un peu comme une découverte. Dans votre cas, vous, on a beaucoup de sources d'informations, puis c'est beaucoup plus simple pour du côté Azure. Dans le fond, moi, je voulais vraiment donner aux gens un guide qui allait les accompagner. Il y a des gens qui arrivaient de partout, comme je disais, il y en a qui c'était des développeurs, d'autres c'était des administrateurs système. Je voulais que les gens qui avaient besoin d'approfondir un sujet en particulier versus un autre soient capables de vraiment creuser là-dedans. Puis c'est ça, on s'était fait des petites tables avec telle page à telle page, tel chapitre à tel chapitre, ou si c'était dans les vidéos, mais en telle minute à telle minute, aller voir ça pour tel sujet. Donc, tout était vraiment bien découpé, puis après ça, les gens pouvaient approfondir vraiment ce qu'ils avaient besoin. Puis quand tu t'es rendu à l'examen, est-ce que tu as trouvé l'examen facile ou tu sais, finalement, au niveau de... parce que ce qu'on nous dit entre les lignes, c'est que les nouvelles certifications de Microsoft sont beaucoup plus difficiles que ça pouvait être dans le passé. Est-ce que c'est ce que tu as pu expérimenter? Oui, c'est plus difficile. En fait, ce que j'ai trouvé, oui, le niveau de difficulté a augmenté, mais j'ai trouvé l'examen beaucoup plus ardu, puis ça m'a pris presque l'entièreté du temps. Il faut avoir une très bonne gestion de son temps pour arriver à terminer un examen comme ça maintenant. Ce qui était plus ou moins le cas avant, on répondait à plein de questions, on pouvait quand même avoir une bonne vitesse à répondre aux questions. C'est sûr qu'en arrivant là maintenant, il y a les questions, il y a les mises en situation, puis en plus il y a les
pratiques qui se passent dans le portail ou au command line. Donc, il y a dans les deux examens 103 et 300, il y a 2 volets hands-on dans le portail. Donc, faut vraiment faire une bonne gestion de son temps puis bien prioriser les affaires. Il y a une question, entre autres, que je m'étais dit, moi, celle-là, je vais la laisser faire parce que je sais que j'ai encore, mettons, 8 questions théoriques après la partie pratique. Puis, ça me sert à rien de m'obstiner sur cette partie-là puis perdre tout mon temps versus la possibilité d'avoir peut-être 8-9 autres questions que je vais avoir les bonnes réponses après. Donc, il y a vraiment une question de priorité puis de bien rentrer dans son temps qui entre en jeu. OK, donc c'est intéressant ça, ce facteur-là. Est-ce que tu aurais d'autres trucs, astuces à partager avec les auditeurs? Ben, d'arriver, de pas prendre ces examens-là à la légère, de vraiment, tu sais, moi je recommande, c'est sûr que c'est toujours un ballpark, on peut pas dire aux gens il faut que tu aies tant d'années d'expérience ou tant de temps d'expérience, mais tu sais, 103, moi je verrais pas vraiment quelqu'un qui s'attaque à cet examen-là tant qu'il n'y a pas du vécu dans Azure en entreprise ou tu sais qu'il y a vraiment de la vraie expérience en bas de 6 mois. Ça, je verrais mal quelqu'un, ou en tout cas s'il le fait, c'est probablement plus du par cœur puis pas la vraie expérience qui parle. Puis pour la partie architecte qui est dans les 300-301, je dirais au minimum une bonne année. Là. Ça fait que c'est des examens qui viennent complets, puis je pense que t'as besoin d'arriver avec un bon bagage pour bien passer ces examens-là. Puis même moi j'ai un excellent bagage là-dedans, j'ai quand même passé beaucoup de temps parce qu'il y a toujours des aspects qu'on maîtrise moins. Hein. Je parlais de la partie réseautique, mais dans la partie administrateur, j'ai pas fait de la migration d'Azure AD à la tonne, puis des choses comme ça. Donc, il y a toujours certaines parties qu'on utilise peut-être moins dans notre entreprise versus un autre qui va nous forcer à étudier. Puis c'est correct. Moi, c'est ce que j'aime de la certification. Dans le fond, c'est que ça me sort de ma zone de confort, puis ça me fait explorer des choses des fois que j'ai peut-être pas l'occasion de faire chez GSoft ou chez SureGate, dans le cas de nos mandats. Donc, ça me sort un peu de ma zone de confort. C'est ça que j'aime des certifications, entre autres. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup, Stéphane. J'espère que ça va aider nos auditeurs à se faire une idée là que les certifications Azure, là, c'est quand même des certifications qui sont... On peut pas arriver là sans avoir aucune préparation puis penser qu'on va passer l'examen 2 doigts dans le nez. Là. C'est plus vrai, ça. Ben, c'est plus juste du par cœur, en tout cas. Ouais. OK, ben merci beaucoup. Ça fait plaisir. À la prochaine. Guy, on vient de discuter avec Stéphane de la certification Solution Architect. Il y a une autre certification de niveau expert dans la track Azure. Oui, qui est le Azure DevOps Engineer. Donc, une certification qui touche tout le DevOps. Et il y a quelques mois, on avait appris, nous, que Michel Perfetti avait passé cette certification-là. Mm-hmm. Donc, on l'a contacté... premièrement, pour qu'il partage avec nos auditeurs son expérience, mais aussi Michel est dans un cabinet conseil à Paris pour qui les certifications sont très importantes. Exact. Donc, c'est intéressant aussi d'avoir le point de vue plus de l'organisation de l'entreprise par rapport aux certifications. On l'écoute sans plus tarder. Nous sommes en compagnie de Michel Perfetti. Bonjour Michel. Bonjour. Hey, salut, ça va bien? Ça va bien et toi? Oui, super. Michel, on veut profiter, écoute, on veut parler avec toi de certification parce que tu as passé tes certifications récemment et on interview une panoplie de gens qui ont passé certification pour connaître leurs trucs, astuces, puis pourquoi ils ont passé certification. Juste d'entrée de jeu, tu travailles dans un bureau conseil à Paris, tu es basé sur Paris, tu es chez Sedenza. Tout à fait. Depuis plusieurs années maintenant. Et t'as aussi, moi je te connais bien parce que tu fais partie des MVP qui ont la reconnaissance du côté Azure DevOps. C'est d'ailleurs dans ce domaine-là que tu as passé ta certification, si je me trompe. Exactement. Alors j'en ai passé 2 pour avoir la Azure DevOps Engineer, celle avec les 3 étoiles. Et il faut soit passer la Z203, donc la partie développeur Azure, ou la 103 plutôt infra, et ensuite la Z400. Donc moi j'ai fait, comme je suis développeur à la base, j'ai passé la Z203 puis la Z400.
Est-ce que tu t'es préparé pour passer l'examen? Alors sur celle-là, alors d'habitude je les prépare un petit peu. Là j'ai décidé d'y aller sans trop réviser. Alors j'ai quand même regardé le sujet de la certification. J'ai vérifié que j'avais à peu près des connaissances sur les sujets qui étaient abordés sur le contenu. Et j'ai décidé d'y aller pour voir, parce que ça m'est déjà arrivé de passer les certifications et de les rater, mais je m'étais arrangé pour pouvoir les repasser juste après et réviser la partie que je connaissais pas. Ça me permet d'enlever un peu de stress sur la certification en disant que j'ai qu'une seule chance de la passer. Je peux le faire en 2 fois et je sais que je la réussirai généralement la 2e fois. Et comme ça, si j'ai réussi du premier coup parce que j'avais les connaissances, tant mieux. Sinon, ça permettra de creuser. Mais moi, je creuserai les bons sujets. Ah, c'est intéressant l'approche là que tu prends là, c'est-à-dire que tu t'essaies là, comme on dit chez nous, à frette là, c'est-à-dire sans préparation là, on y va. Puis t'analyses un petit peu le résultat. Puis si tu vois que si tu la passes, tant mieux, tout le monde est heureux puis t'es content. Mais si tu l'échoues, ça te permet de focusser sur les aspects que tu as à travailler. Exactement. Et puis c'est quand même des certifications sur des scopes très larges. Azure DevOps c'est grand. Les sujets qui vont être posés sur les questions, c'est pas forcément toujours des sujets qu'on maîtrise. On a beau utiliser Azure DevOps. Moi j'utilise Azure DevOps tous les jours quasiment. Et il y a peut-être des parties que j'ai pas encore regardées. On a quand même des mises à jour toutes les 3 semaines. C'est bien ça, je crois. Et donc ça évolue très vite. Et personnellement, je sais que j'ai pas eu le temps de regarder toutes les nouveautés qui peuvent sortir. Donc au moins, ça me permet de creuser les nouveautés que Microsoft pense en nécessaire et puis de valider que je connais le bon scope de fonctionnalité. Donc je suis parti en disant je vais la passer. Puis finalement, j'ai plutôt bien réussi. Et par contre, un fait intéressant, c'est pas parce que je l'ai réussi le jour où je l'ai passé que j'aurais peut-être réussi maintenant, parce que j'ai des collègues qui l'ont passé quelques mois après moi et le contenu avait changé, donc il faut faire attention, c'est pas toujours le même contenu, le contenu peut changer, il y a eu des labs qui ont été ajoutés, donc ça peut rajouter de la complexité, donc voilà. Toujours quand on vous dit j'ai passé une certification, j'ai eu tel type de questions, attention, demandez bien quand est-ce qu'elle a été passée, parce que ça peut avoir changé au tout entre les 2 moments. Ouais, en fait, ce que tu dis, c'est super intéressant parce que sur Reddit, j'ai lu à un moment donné quelqu'un qui avait passé un examen, durant la semaine, qui avait échoué, puis qui s'était tout de suite repris la semaine d'après, puis il dit, écoute, c'est pas le même examen pantoute que j'ai passé, les questions étaient complètement différentes, alors le pool de questions est quand même vaste. Exactement. Et j'ai un collègue je lui ai dit, vas-y, tente la Z400, tu fais de l'Azure DevOps comme moi depuis 10 ans, mais en fait, j'englobe les anciennes versions. Et lui, il a eu plus de difficultés parce qu'il est tombé sur un lab et moi, j'avais pas eu de lab à mon passage. Parce que, comme disait Guy, passer l'examen à froid, si t'as pas d'expérience pratique, c'est quasiment du suicide. C'est-à-dire que... Tout à fait, parce que moi, ce qui m'intéresse de passer l'examen à froid, c'est de savoir ce que je connais pas. Donc, si je comprends pas du tout la technologie, passer l'examen à froid ne m'apportera rien parce que je ne saurai pas quoi réviser. Donc, c'est un cheminement valable si on a de l'expérience. Par exemple, si ça fait comme dans votre cas, vous, toi, ça fait depuis le début du produit, on monte à peut-être une dizaine d'années, mais en tout cas, dans la dernière année, sur toutes les nouvelles versions, tu travaillais avec à tous les jours. Donc, à un moment donné, quand on te pose une question en lab ou une question théorique, tu es capable, avec ta connaissance, de pouvoir arriver à la bonne réponse. Exactement, puis c'est important de comprendre comment la technologie fonctionne. Je vais prendre l'exemple de la Z203 que j'ai passé aussi. Ça fait maintenant 3-4 ans que je développe des applis sur Azure, mais vous voyez le nombre de composants qu'il y a dans Azure, c'est quand même assez phénoménal. Et puis chaque composant a des spécificités, on peut pas tout connaître de toute façon. Donc quand j'ai passé la Z203, il y a des parties que je maîtrisais bien parce que je les avais vues, et il y a des parties, par exemple Azure Search, j'en avais jamais fait de ma vie. Donc par ma connaissance du fonctionnement d'Azure, j'ai pu inférer certains résultats. Certains étaient de la logique, d'autres, j'ai dû aller un peu au doigt mouillé, comme on dirait ici. Mais voilà, c'est pas forcément facile de connaître bien le scope qui va être dans la certification, d'où l'intérêt de se déstresser un petit peu en y allant. Maintenant, on peut directement avoir des vouchers où on a ce qu'on appelle des retakes. On sait qu'on peut repasser si on l'a pas. Ça permet de dédramatiser, surtout pour des personnes qui n'en ont jamais passé.
parce qu'elles peuvent se mettre la pression toutes seules et réussir l'examen dans les bonnes conditions. Et puis il faut aussi trouver le bon centre d'examen ça permet d'avoir des habitudes, comme ça on n'est pas stressé quand on arrive. Ouais, ça c'est un bon point là que tu mentionnes, c'est-à-dire que quand il y a plusieurs centres où on peut passer des tests. Quand on va tout le temps à la même place, on crée une habitude. En fait, il n'y a pas le stress de OK, l'environnement va être différent ou comme par exemple Ouais, ou est-ce que je vais être en retard, est-ce qu'il y a un métro pas loin Non, mais exactement, une certification, c'est forcément un stress puisqu'on va nous mettre devant un écran pendant entre 1 heure et 3 heures quand c'est compliqué, et pendant ce temps-là, on va devoir répondre à des questions, on pourra pas sortir, on va être tout seul devant un écran. Donc si en plus on connaît pas le lieu, on est stressé avant d'arriver, ça sert à rien, c'est dommage. Mm-hmm. Est-ce que tu as assez de temps quand tu as passé l'examen? C'est parce qu'il y a des gens qui nous disent, écoute, faut user de stratégie. Donc, faut à l'occasion dire, cette question-là, je la saute, elle est trop longue à faire pour avoir le temps de finir mes 8 ou 10 dernières questions qui me restent. Alors, ma stratégie quand je passe des certifications, généralement, je commence d'abord à lire les réponses, histoire de comprendre le contexte et ce qu'on va nous demander comme question. Alors j'ai toujours la petite tablette avec le Velleda pour écrire, et quand j'ai vraiment un doute, c'est que je suis pas sûr de comprendre la question, je lis déjà les réponses et ensuite je commence à lire la question. Donc des fois je la lis plusieurs fois et dès que je sais que j'ai une réponse qui est éliminée, je la barre et ça me permet de limiter mes choix. Généralement à la fin j'en arrive avec une ou deux réponses. Quand il y en a une, je suis content, c'est que c'est la bonne. Et ensuite, une fois que j'ai les deux, je regarde la différence. Et des fois, le diable dans les détails, ça joue à une virgule, à un mot-clé dans la phrase. Ça permet d'entrer dedans. Et quand j'ai vraiment un doute, je mets la question comme revenir plus tard et je passe après. Et des fois, ça m'arrive en faisant d'autres questions, j'ai une partie de la réponse qui apparaît parce que mon cerveau il continue à travailler dessus. Ou des fois, dans certaines questions, on a des réponses à d'autres questions. Ça m'est déjà arrivé sur certaines certifications. Et donc, ça permet de revenir dessus. Et ça permet de dire, voilà, cette question-là, je l'ai pas oubliée. Est-ce que tu commences par lire les réponses avant de lire la question? Je lis toujours les réponses avant de lire les questions. Comme ça, je sais, est-ce que je connais ce qu'on va me demander? Et comme ça, quand je commence à lire la question, je sais ce qu'on va me demander à la fin. Donc, ça m'oriente un peu dans la lecture de la question. Intéressant comme tactique. En fait, c'est pas la première fois que j'entends cette technique-là. C'est-à-dire que ça permet de vraiment de focusser là, en sachant c'est quoi les différentes réponses là qui sont proposées. Puis ça, c'est quand tu as un choix de réponse, hein, parce que il y a des types de questions qui permettent pas de faire ça. Non. Alors moi, j'ai de la chance. En tant que Français, je sais pas si c'est pareil au Québec. Je passe toujours mes certifications en anglais parce qu'elles sont généralement. On m'a toujours dit que elles étaient mal traduites. Techniquement, je le sais pas parce que j'en ai jamais passé en français. Mais ça me donne du temps supplémentaire et ça me permet d'avoir de la tranquillité en plus. Mais j'ai des amis qui ont passé les AZ 300 ou 301 et qui ont vraiment fini sur le fil du rasoir. Donc ça dépend vraiment. Et pourtant, c'est des personnes qui sont vraiment extrêmement intelligentes et qui connaissent leur domaine. Et je leur confie les yeux fermés mes infrastructures et pourtant, ils ont eu des difficultés. Je pense que Microsoft a vraiment monté la barre. Ils veulent pas que ce soit n'importe qui aille chercher les certifications dorénavant. Ils veulent vraiment que ça soit un titre qui démontre que les gens sont très, très, très compétents avec Azure, entre autres. Exactement. Et d'ailleurs, sur les Azure maintenant, même Azure DevOps, c'est arrivé maintenant, on a certains labs où on a le portail Azure qui s'ouvre et il faut faire quelque chose dans le portail Azure. Mm-hmm. Oui, puis c'est pas des tâches simples aussi qu'on nous demande de faire dans ces labs-là. Là. Non. Et alors, astuce amusante, j'ai une collègue qui a passé les certifications, ils lui ont posé certaines questions et quand on avait accès au shell d'Azure, elle a pu retrouver des questions sur des disponibilités en tapant, en requêtant Azure par le shell, parce qu'il y avait de l'aide dedans, donc elle a pu trouver des réponses dedans via le shell. Donc ça, je trouvais ça marrant. Donc, la prochaine étape, c'est de trouver une façon à partir du shell de Azure de pouvoir aller sur Stack Overflow. Oui. Mais de mémoire, ce qu'on m'a dit, parce que moi j'ai pas encore eu cette chance de passer des certifications avec un lab à faire sur le portail, c'est que je crois qu'ils ont pas la réponse immédiatement. Je crois qu'il y a un petit délai.
Il y a quelqu'un, il y a une vraie personne, fait, oui. Ouais, qui va valider. Écoute, Michel, qu'est-ce qui t'a motivé, toi, à passer ces examens? Alors, il y a plusieurs sujets. Alors, un sujet purement technique pour l'entreprise, parce que on a des partenariats Gold, vous connaissez avec Microsoft, qui mélangent certification, type de mission chez les clients, certains chiffres d'affaires sur certains types de travaux, de mémoire, et il nous fallait des personnes certifiées. Donc ça nous permet de donner quelques avantages, comme des licences en interne, et puis d'avoir des reconnaissances de l'entreprise. Donc il nous fallait des personnes certifiées sur la partie Azure DevOps, et aussi ça me permettait moi de vérifier que j'étais à jour. Et l'autre intérêt aussi, c'est qu'on a beaucoup de personnes qui développent des applications maintenant dans le cloud, mais pas pour le cloud. Enfin, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez la différence entre les deux, c'est que on peut développer des applications dans Azure quand on développerait des applications avant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de développer des applications dans le cloud, mais vraiment en maîtrisant les composants du cloud pour utiliser le moins d'argent possible avec les meilleures performances. Et pour cela, pour être sûr qu'on maîtrise bien un scope suffisamment large de fonctionnalités, ce qui m'intéresse, c'est de savoir de confronter ces gens-là, mes développeurs, à ces certifications pour valider que le scope qu'ils maîtrisent est suffisamment large pour développer les applications. Et ça permet aussi cette certification quand on est un cabinet de conseil, donc on envoie des consultants aider nos clients sur leurs applications. Ça rassure aussi le client de savoir que même si il n'a pas vraiment une première expérience dans une appli ou pas très peu de temps dans Azure, la certification apporte une sorte de preuve de compétence sur le scope de connaissance du consultant. Ça veut dire que ton cabinet conseil, est-ce qu'il y a de la promotion à l'interne pour que vos employés aillent chercher leur certification? Alors, toutes les certifications, elles sont remboursées par l'entreprise. Et là, on se donne des objectifs de certification pour l'année et on essaye à la fin, puisqu'on suit ça année par année, on essaye là d'ici juillet d'avoir la moitié de l'entreprise au moins vers des certifications Azure. Wow, c'est assez agressif comme objectif. Oui, parce que ça fait une quarantaine de personnes. On a déjà, par exemple, on a déjà on a pas mal d'AZ300, on a des AZ500 sur la sécurité, et on a des DP100 sur la data et des AI sur l'intelligence artificielle. Et là, maintenant, on va travailler à partir de cet hiver et au printemps-été, début été, sur les AZ200 pour les développeurs, pour avoir vraiment un pool de développeurs certifiés sur Azure. Ça nous aide à avoir de meilleures missions surtout, et puis des missions plus intéressantes pour nos consultants. Tout à fait. Écoute, Michel, fort intéressant. Oui. On te remercie beaucoup. Puis c'est moi qui vous remercie. on va te laisser retourner à ta famille parce que tu as gentiment accepté de faire cette entrevue au cours d'un week-end, mais on l'apprécie beaucoup. Donc, à une prochaine fois. À une prochaine fois. Merci, Michel. Cette entrevue avec Michel Perfetti termine justement notre survol des certifications. Guy, t'es d'accord avec moi? Ça nous donne quand même un portrait assez vaste des différents types de certifications et des raisons pour lesquelles on pourrait les suivre. Absolument, puis c'est super intéressant de voir le parcours qui est vraiment différent de chacune de ces personnes-là. Chacun a des motivations différentes. Chacun a eu des façons de se préparer différentes. Puis je pense que pour nos auditeurs, c'est l'information là qui va être vraiment pertinente dans votre préparation de vos examens. Mm-hmm. Donc on espère que nos auditeurs vont apprécier. Puis nous, on va vous souhaiter bonne programmation. On vous revoit le mois prochain pour un autre podcast Visual Studio Talk Show. Et puis, est-ce qu'on se souhaite encore une quinzaine d'années? Wow, je sais pas si on va être capable de se rendre jusque-là, mais... Comme on dit chez nous, on passera à POC à des plus jeunes. Ouais, ou en tout cas, on y va une année à la fois, puis à notre retraite, puis... Sur ça, bonne programmation. Au revoir.